après le cours de Jean-Marie sur les batteries, moi je vous parlais d'un autre type de système qu'on appelle les supercondensateurs, qui sont vraiment des systèmes complémentaires aux accumulateurs. Et durant ces 50-55 minutes, je vais vous parler un peu des supercondensateurs, des principes des supercondensateurs, comment ça fonctionne, et les évolutions. Alors, je parlerai tout d'abord une première partie sur les applications, le principe de stockage des charges, les applications de ces systèmes-là, parce qu'ils sont beaucoup moins connus que les batteries. Donc je pense que ça vaut le coup de revenir un peu là-dessus. Et je détaillerai dans une deuxième partie les matériaux qu'on utilise dans ces systèmes-là, principalement le carbone, donc les matériaux carbonés, les différents matériaux carbonés, que ce soit les carbones activés ou le carbone microporeux. Et je terminerai par une dernière partie sur les autres types de supercondensateurs, faire un petit survol. Donc sur ce diagramme que Jean-Marie a présenté déjà, c'est un diagramme d'Aragon. Vous avez la puissance spécifique en fonction de l'énergie spécifique. Donc ici c'est le marathonien et là c'est le sprinter. Et donc les batteries sont des systèmes qui stockent l'énergie, comme l'a montré Jean-Marie, parce qu'à l'aide de réactions redox, on va stocker l'énergie dans les liaisons chimiques. Et donc il y a grande densité d'énergie et peu de puissance. À l'autre bout de ce diagramme, on a les condensateurs traditionnels, les diélectriques, qui sont des systèmes de puissance. Il y a peu d'énergie, mais cette faible énergie peut la restituer très très rapidement. Mais vous avez toute une zone ici entre les batteries et les condensateurs qui est couverte par ce qu'on appelle les supercondensateurs. Alors ce sont des systèmes de forte puissance, plus puissants que les batteries, mais il y a moins d'énergie que les batteries, beaucoup moins d'énergie. Et par contre, si on les compare aux condensateurs, ils ont beaucoup plus d'énergie que les condensateurs, mais moins de puissance. C'est vraiment un système intermédiaire. Si on fait le rapport entre l'énergie et la puissance, vous avez ici les lignes, vous voyez que la constante de temps, la durée minimale qu'il faut à un condensateur pour se décharger, c'est quelques millisecondes. La batterie, ça va de plusieurs minutes à plusieurs heures. Et les supercondensateurs, c'est typiquement quelques secondes. On va dire que la constante de temps, c'est 5 secondes. Donc les supercondensateurs, le premier message, c'est que c'est un système qui est très bien pour une durée d'utilisation de quelques secondes. Alors c'est vraiment donc un système qui est intermédiaire entre condensateur et batterie. Ce n'est pas fait pour remplacer les batteries. C'est un système complémentaire. Alors il y a différents types de supercondensateurs qui sont utilisés. Les principaux, c'est plus de 90-95% des systèmes commercialisés aujourd'hui, utilisent comme matière active. On a vu, Jean-Marie a présenté le plomb, le nickel, le lithium. La matière active utilisée dans ce système-là, c'est le carbone. Et d'autres fonctionnent à base d'oxyde, qu'on appelle les pseudocapacités. Je vais parler de ces systèmes-là dans la dernière partie de mon exposé. Moi, je vais principalement me consacrer à vous présenter les systèmes les plus couramment étudiés et utilisés aujourd'hui, qui sont les supercondensateurs carbone-carbone. Alors en France, on a des groupes très actifs sur les supercondensateurs. On a le groupe de François Béguin à Orléans, Thierry Brousse et Frédéric Favier. Donc on a une recherche fondamentale assez intéressante et de qualité. Alors, le stockage de la charge. On vient de voir pendant une heure le stockage de la charge par réaction redox électrochimique, des échanges d'électrons qui viennent changer les degrés d'oxydation des matériaux. Mais nous, on va partir sur une autre approche, parce que dans les supercondensateurs, il n'y a pas de stockage redox. Donc, on va d'abord démarrer par le condensateur classique. Qu'est-ce que c'est? Ce sont deux armatures métalliques qui séparent un diélectrique, qui est un isolant. Et lorsqu'on va appliquer une différence de potentiel entre ces deux électrodes en grille conductrice, on va stocker une quantité de charge Q aux bornes de ces systèmes, qui va être proportionnelle à la tension appliquée au travers de la capacité. Et la capacité, c'est le produit de la constante d'électrique de ce diélectrique, de cet isolant, multiplié par la surface des armatures, divisé par la distance, l'épaisseur de diélectrique. Donc ça définit la capacité. Vous voyez que c'est juste un stockage électrostatique. Maintenant, si on remplace le diélectrique isolant, solide, par un liquide, un électrolyte. On a vu donc tout à l'heure, un électrolyte, c'est un mélange solvant plus sel. On prend de l'eau de mer, donc de l'eau avec des chlorures de sodium. Et on va prendre deux électrodes métalliques, on va polariser dans de l'eau de mer. La première réaction qui va se passer, c'est laquelle? C'est la charge de la double couche électrochimique. Vous voyez ici, lorsqu'on charge négativement cette électrode métallique, on va avoir les cations, sodium, qui vont aller migrer vers cet électrode négatif pour compenser la charge. Donc on a le métal avec les électrons, et ici, côté électrolyte, les cations qui viennent s'absorber à la surface pour venir compenser cette charge. De la même façon que précédemment, on peut définir un condensateur avec les deux plans, plan de charge positive, plan de charge négative, séparés par une petite distance d ici. Et de la même façon, on définit une capacité, maintenant qui est la capacité de double couche électrochimique, qui est proportionnelle à la constante diélectrique de l'électrolyte maintenant, donc ce qui sépare les deux électrodes métalliques, la surface de l'électrode, et la distance d, c'est la distance d'approche des ions à la surface de l'électrode métallique.
Cette distance est très petite, 10 puissance de l'ordre de quelques Armstrong, et ce qui veut dire qu'on peut récupérer des capacités de 10 à 20 microfarads par centimètre carré d'électrode. Alors juste pour préciser que cette charge de la double couche électrochimique ici, c'est la première étape de tout ce qui peut se passer après. C'est-à-dire que si on augmente trop le potentiel, on va aller vers des réactions redox, d'oxydation de l'eau, comme l'a montré Jean-Marie tout à l'heure. Et on veut surtout éviter, nous, les réactions redox. Alors on va appliquer ce système-là pour le stockage de la charge dans les supercondensateurs. Donc un supercondensateur, pas de réaction d'oxydoréduction, on stocke la charge de façon électrostatique. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est, au lieu de jouer avec quelques centimètres carrés de surface d'électrode, on va développer la surface géométrique de l'électrode. En faisant quoi ? En venant déposer sur un collecteur de courant métallique, une électrode métallique, un matériau de très grande surface spécifique. Ici, ça sera le carbone. Là, vous avez le principe de fonctionnement du supercondensateur. Vous avez une première électrode, un carbone de très grande surface spécifique, une deuxième électrode et l'électrolyte au milieu. Lorsqu'on polarise le système, les cations vont aller s'absorber à la surface du carbone qui est chargé négativement pour venir contrebalancer la charge. Même chose de l'autre côté. Et ce qui se passe, c'est qu'on va donc charger cette capacité de double couche qui fait 10-20 microfarads par centimètre carré. Mais là, maintenant, sur le collecteur métallique, on a du carbone. Un carbone de très grande surface. Et si vous prenez un carbone de 1000-2000 m² par gramme, vous pouvez arriver à stocker, théoriquement, une centaine de farad par gramme de carbone activé. Et c'est comme ça que la charge est stockée dans les supercondensateurs. C'est une charge qui est stockée en surface. Alors bien évidemment, encore une fois, si on augmente trop longtemps le potentiel, on va aller vers les réactions d'oxydation et de réduction, de destruction de l'électrolyte. Si on est dans l'eau, comme l'a fait remarquer Jean-Marie tout à l'heure, on a un potentiel maximum de 1,2 V. Mais si on utilise des électrolytes non aqueux, comme dans le lithium, on peut augmenter ce potentiel jusqu'à 2,5 V, 2,7 V. Et ce sont les systèmes, les supercondensateurs utilisés aujourd'hui, fonctionnent en électrolyte organique à 2,7 V et ils peuvent faire plusieurs centaines de farads de capacité. Alors, les points clés, les grosses différences de ces systèmes par rapport aux batteries, c'est qu'on n'a pas de réaction redox, il n'y a pas de stockage de la charge dans la liaison chimique. On a un stockage uniquement électrostatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance de transfert de charge, il n'y a pas de résistance de l'électrochimie, de réaction redox, et donc on a des puissances qui sont beaucoup plus importantes que celles des batteries. L'autre fait important, c'est que la cyclabilité, dont Jean-Marie a parlé tout à l'heure, à l'instant, dans les accumulateurs, elle est, de par le principe de fonctionnement des accumulateurs, limitée par le changement de volume des matières actives entre l'état oxydé et l'état réduit, entre l'état chargé et déchargé dans les batteries. On n'a pas les mêmes matériaux, ils sont oxydés et réduits. Dans les supercondensateurs, ça reste du carbone qui ne bouge pas. Donc il n'y a pas de changement de volume, donc la cyclabilité est théoriquement infinie, et de façon pratique, c'est plusieurs millions de cycles à température ambiante. L'autre point, c'est qu'on a une charge donc, qui est stockée en surface, qui est rapide, qui est disponible très rapidement, mais il y a beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de charge que dans les batteries, que dans les réactions redox. Mais cette charge disponible, elle est réversible, c'est-à-dire qu'on a la même vitesse de charge ou de décharge, ce qui n'est pas le cas des accumulateurs, par exemple au lithium. Et enfin, la dernière différence, c'est qu'on peut fonctionner à très basse température, moins 40 degrés, parce qu'on n'est pas limité dans le choix des solvants. Donc ça, ce sont les principales différences entre les supercondensateurs et les batteries. Mais encore une fois, ce sont des systèmes qui sont complémentaires aux batteries. Alors, maintenant qu'on a défini un peu les systèmes de stockage, on peut faire un petit historique. 1745, c'est la bouteille de Leyde, qui est le premier condensateur de quelques nanofarads qui a été mis au point. 1853, c'est von Helmholtz qui a développé le concept de la double couche électrochimique, donc cette séparation de charge à l'interface électrode-liquide, les ions qui viennent s'absorber à la surface du conducteur métallique solide pour contrebalancer la charge. Et le premier brevet sur les supercondensateurs date de 1957 de la compagnie General Electric aux États-Unis. C'était 2 électrodes d'inox recouvertes de carbone en milieu acide sulfurique. Ensuite, en 66-70, ce sont les brevets de la société Soyo, c'est la Standard Oil Company dans l'État de l'Ohio, qui a déposé de nombreux brevets sur cette technologie. Et le premier système commercial de supercondensateur a été commercialisé par NEC au Japon. Et le nom commercial de ce système était supercapacitor. Ce qui veut dire qu'en fait, supercondensateur, c'est une marque déposée. Donc normalement, on n'a pas le droit d'utiliser ce mot-là. On devrait appeler ça des condensateurs à double couche électrochimique. Mais évidemment, c'est un peu long, donc on continue à utiliser le mot supercondensateur. Et ici, vous avez, depuis les années 90, j'ai mis ces 4 sociétés en particulier, parce que ce sont 4 grosses compagnies dans le monde des supercondensateurs. Il y en a beaucoup d'autres, il y a à peu près 200 sociétés qui fabriquent des supercondensateurs aujourd'hui. Donc, Société Maxwell aux États-Unis, Nippon Chemical au Japon, Nescap en Corée, et on a un Français, Bolloré, depuis 2001,
qui fabriquent pas uniquement des lithium polymères, mais aussi des supercondensateurs. Et vous voyez qu'avec ces compagnies-là et bien d'autres, on a un large éventail, que ce soit de capacité, du farad jusqu'à plusieurs milliers de farad, et on peut aller jusqu'à des modules, des tensions, des assemblages série parallèles. Donc on a un éventail très très important de systèmes commerciaux. Alors, pour résumer un peu les caractéristiques des batteries par rapport aux supercondensateurs, dont j'ai parlé des densités d'énergie, beaucoup plus faibles dans les condensateurs pour les batteries, la puissance très importante pour les supercondensateurs, cyclabilité. Il y a ici ces deux chiffres-là, donc pour discuter un peu de coûts. Donc, pour les accumulateurs au lithium, on a environ un coût de 500 € par kilowattheure, mais pour les supercondensateurs, c'est 5000. Normal, il y a 10 fois moins d'énergie, ou peut-être même 15 fois moins d'énergie, mais les matériaux sont un peu moins chers. Par contre, si on regarde un peu le coût en euros par kilowatt, qui est la fonction principale du supercondensateur, c'est la puissance, vous voyez que c'est tout à fait compétitif par rapport au lithium-ion. On va dire qu'en gros, le lithium-ion et les supercondensateurs, c'est un coût relativement comparable, puisque un est la puissance, donc on va jouer plus sur ce coût-là, et l'autre l'énergie, plus celui-ci qui est quand même en faveur du lithium-ion. Donc c'est les mêmes gammes de coûts. C'est des matériaux très similaires, que ce soit électrolyte ou matériaux. Et encore une fois, donc, ce sont vraiment des systèmes parfaitement complémentaires. On ne demande pas à un supercondensateur de remplacer une batterie. Il faudrait des mètres cubes de supercondensateurs, des dizaines de mètres cubes de supercondensateurs pour faire fonctionner une voiture électrique pendant 50 km. Alors les applications, je vais dire quelques mots des applications. Alors, les premières applications, c'est principalement dans le domaine des petits formats, des capacités de quelques farads. Tout le monde en utilise, puisqu'on en retrouve dans les appareils photo pour les flashs, dans les caméras, dans microélectronique. Donc ce sont les applications principalement de puissance et de sauvegarde de données sur les horloges, en particulier en électronique. Donc vous avez ici des exemples d'outillage, ça c'est une visseuse électrique, un tachymètre, ça c'est un contrôleur de bord. Bref, en petit format, c'est très largement utilisé. Maintenant, on va regarder ce qui se fait aujourd'hui commercialement en grand format. Évidemment, venant de Toulouse, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une très jolie photo de la 380, pas pour l'avion, mais surtout pour ce qu'il y a dans les portes. Puisque dans chacune des 16 portes de la 380, vous avez aujourd'hui un module de supercondensateur qui est ici, qui est un module de 35 volts, 28 farad, donc c'est une centaine de supercondensateurs en série parallèle, qui est pour l'ouverture d'urgence des portes, qui en théorie devrait bien marcher, on ne s'en est pas servi encore, mais ça fonctionne, enfin, ça a été validé et qualifié du point de vue de sécurité. Donc on a beaucoup parlé de sécurité des batteries. Donc ça c'est un exemple évidemment, dans la 380 on n'allait pas prendre de risques. Et ça vole donc depuis quelques années. Et pour le moment il n'y a pas de souci. Alors ça, ce sont une application de puissance. Maintenant, je vous ai dit que le supercondensateur c'était symétrique. On pouvait le décharger très vite, mais aussi le recharger très vite. Et alors ça c'est un intérêt vraiment important pour la récupération de l'énergie. Et là, donc, on va passer de Toulouse à Paris. Vous avez sur la ligne de métro T3, aujourd'hui, un démonstrateur qu'on appelle STEAM, qui est un tramway, donc c'est Alstom qui fait les tramways, et il y a sur la ligne T3 un tramway qui fonctionne, qui roule avec un gros banc de supercondensateur qui est dans le toit ici, et qui va permettre de récupérer l'énergie de freinage. Un freinage, c'est quelques secondes, on ne freine pas plusieurs minutes. Donc évidemment, c'est l'application rêvée pour les supercondensateurs. Et l'idée, c'est que sur la même voie, sur le même rail, quand vous avez un tram qui freine, eh bien, l'énergie peut être récupérée par un autre tram dans le système de supercondensateur. Et ça permet, une fois qu'on a récupéré cette énergie, d'avoir une autonomie de traction sur quelques centaines de mètres, 20-30 secondes. Alors là, on est un peu à la limite, mais comme on n'est pas limité en volume sur le toit, c'est pour ça qu'on peut se permettre quelques dizaines de secondes de traction. Alors évidemment, les applications qui sont aujourd'hui visées, c'est le véhicule hybride. Alors, vous avez ici, donc le véhicule hybride, c'est quoi? C'est un moteur thermique avec un moteur électrique. Et pour le moteur électrique, on a des batteries qui vont alimenter le moteur électrique pour l'énergie. Mais vous avez différents degrés d'hybridation en fonction de la taille du moteur électrique. Vous avez les micro-hybrides, c'est un tout petit moteur, l'hybride moyen et le full hybride, qu'on appelle. Et pour le micro-hybride, en fait, le petit moteur électrique permet de faire les fonctions stop and go. Vous voyez, on s'arrête au feu rouge, on lève le pied, la voiture s'arrête, vous appuyez sur l'accélérateur, et le moteur électrique il y a un petit alternodémarreur qui va démarrer votre moteur thermique. Eh bien, ça, on a en novembre l'année dernière, en 2010, donc Citroën a annoncé la fabrication d'un alternodémarreur, un petit micro-hybride avec des supercondensateurs Maxwell pour ces C4, C5 commercialisés en 2012. Après, toujours dans le micro-hybride, avec des moteurs un peu plus gros, on peut faire de l'accélération, donc sur quelques secondes,
et de la récupération de l'énergie de freinage. Et là, encore une fois, les supercondensateurs sont des candidats intéressants pour récupérer l'énergie. Alors, les batteries peuvent le faire, mais si vous voulez, si on délocalise la source d'énergie de puissance, on peut augmenter la durée de vie des batteries. Parce qu'une batterie, elle n'est pas faite de par son système de stockage, elle n'est pas faite pour fournir des forts courants pendant quelques secondes. C'est un peu, on va pénaliser sa durée de vie. Donc là, les supercondensateurs sont capables de l'aider. Alors, un supercondensateur, hein, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, en général, c'est un bobino, puis vous avez une première électrode, un séparateur, une deuxième électrode, etc. Et donc, je vous ai dit, vous avez plusieurs types de systèmes commerciaux aujourd'hui. Ça va de quelques millifarads à quelques centaines de millifarads à plusieurs milliers de farads, de 9000 farads de cellules unitaires, de 10 grammes à 1 kg. Et vous avez jusqu'au module de 250 à 500 volts qui font jusqu'à 450 kg. Donc ça, c'est un module de 450 kg. Voilà. Alors, les caractéristiques d'un supercondensateur, c'est la puissance et l'énergie. L'énergie, c'est 1/2 de la capacité fois la tension au carré. La puissance, c'est la tension au carré sur 4 fois la résistance, la puissance max. Alors, pour augmenter l'énergie ou la puissance, il suffit d'augmenter V0, ici, la tension de fonctionnement. Alors ça, il faut travailler sur les électrolytes, avoir des électrolytes qui tolèrent une gamme de tension la plus élevée possible. On travaille aussi sur la stabilité des électrodes, éviter qu'elles s'oxydent, en particulier le collecteur de courant. Pour augmenter l'énergie, on peut aussi augmenter la capacité C. Et ça, c'est tous les travaux qui sont faits sur les carbones. Alors, il y a une grandeur importante, ce sont les farads par gramme de carbone ou les farads par centimètre cube de carbone. On va en parler pas mal tout à l'heure. Donc, travailler sur les carbones, faire des carbones les plus énergétiques possibles, c'est avoir des farads par gramme ou centimètre cube les plus élevés. Et pour arriver à augmenter ces capacités, il faut travailler sur l'interface entre le carbone et l'électrolyte. Et ça, c'est toute l'ingénierie, enfin, toute la science qui est faite sur les carbones et mettre au point des carbones avec des propriétés les plus spécifiques possibles. On va voir ça tout à l'heure. Et la résistance des supercondensateurs, donc si on veut augmenter la puissance, il faut diminuer ce R, c'est principalement lié à la résistance d'électrolytes. Donc, encore une fois, là, ça veut dire qu'il faut travailler sur l'électrolyte, avoir des électrolytes les plus conducteurs possibles. Alors, quels sont les défis aujourd'hui des supercondensateurs ? On peut dire en gros que la puissance, aujourd'hui, ça va. C'est-à-dire qu'on a des densités de puissance qui sont supérieures à 10 kWh. Aujourd'hui, on a largement assez de puissance pour les applications qu'on veut faire. Non, le gros problème, le gros défi, c'est l'énergie ici. On aimerait bien passer de 5 secondes, en gros, ce sont des valeurs vraiment que je donne comme ça à la louche, de 5 secondes d'utilisation, de quelques secondes, à 10-15 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'on aimerait passer de 5 Wh au kilo à 10 Wh au kilo. Donc, pour tout ça, il faut augmenter l'énergie. Augmenter l'énergie, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est augmenter la capacité des carbones. Donc, encore une fois, c'est travailler sur l'interface carbone-électrolyte. Et c'est comprendre la relation entre la taille des pores du carbone et la taille des ions. On va y revenir. Et la deuxième solution, c'est augmenter la tension de fonctionnement. Et il y a plusieurs stratégies pour ça. C'est travailler sur les électrolytes ou travailler sur d'autres types de systèmes. Ça, je vais en parler dans la dernière partie de l'exposé. Et je vais commencer à parler maintenant des carbones, de tous les travaux qui sont faits sur les carbones. En particulier, travailler sur l'augmentation de la capacité des carbones. Alors, je vais vous parler des carbones qui sont utilisés dans les supercondensateurs. On va en voir deux types, les carbones activés et les microporeux. Alors, d'abord, pourquoi on choisit d'utiliser des carbones dans les supercondensateurs comme matériaux actifs ? Mais pour deux raisons principales, ou trois même. C'est que le carbone est stable électrochimiquement. C'est quand on va augmenter la tension, lui ne va pas s'oxyder. Donc, on ne veut pas de réaction redox. Si on a une oxydation, ce sera uniquement l'oxydation de l'électrolyte au-delà de 2,7 V en organique et au-delà de 1,2 V en aqueux. Mais il est également conducteur électronique, ce qui est très important pour polariser le système. Et aussi, le carbone est un matériau très intéressant parce qu'il est versatile. On peut en faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on sait mettre au point des carbones de grande surface en fonction des structures du carbone. Et le carbone qui est utilisé dans les supercondensateurs aujourd'hui, c'est un carbone qu'on appelle carbone activé. Alors, le précurseur royal pour ces systèmes, c'est la noix de coco. Donc, on prend des noix de coco, on les broie, on les carbonise, on les transforme en carbone, et après, on va les activer. Alors, les activer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre un grain de carbone qui fait une dizaine de microns de diamètre, et on va venir l'oxyder. On va le mettre dans des conditions à 800 degrés sous vapeur d'eau, et ce faisant, on va oxyder le carbone en CO et CO2, et on va creuser à l'intérieur des particules des pores. Et c'est la surface totale développée par ces pores qui va nous permettre d'augmenter la surface spécifique.
Alors ici, vous avez représenté schématiquement un grain de carbone poreux. Donc vous voyez qu'après activation, ben, c'est comme notre boule de pétanque, on a creusé les trous à l'intérieur. Et la taille des pores, enfin la forme des pores et la façon de développer ces pores va nous donner des pores de différentes dimensions qu'on va pouvoir classer en 3 catégories. Les plus gros pores, on va appeler ça des macropores. C'est 50 nanomètres et plus, 50 10-9 mètres. Ensuite, vous avez une taille intermédiaire de pores, c'est ce qu'on appelle les mésopores, entre 2 nanomètres et 50 nanomètres. Et les plus petits pores qu'on peut créer, ça s'appelle les micropores, et ils sont de taille inférieure à 2 nanomètres. Alors on les appelle micro, mais c'est inférieur à 2 nanomètres, parce que cette classification, elle a été faite il y a 40 ans, et on ne connaissait pas encore l'échelle nanométrique, qui est très à la mode aujourd'hui. Et donc on avait appelé ça, la plus petite dimension, c'était le micro. Donc un micropore est nanométrique. Alors, bien évidemment, ce sont principalement les micropores qui vont permettre d'avoir des surfaces spécifiques très élevées. Mais si on, si on compte la totalité de la surface développée par l'ensemble de ces pores, ben on arrive à des surfaces pour le carbone de 1500, 2000, 3000 m² par gramme. Et donc, on sait faire du carbone activé. Un carbone activé, c'est quoi? Ben, c'est un mélange de carbone sp2 et sp3. Alors, un carbone sp2, c'est un carbone qui est lié à 3 carbones. C'est typiquement le graphite. Alors, un graphite, ce sont des plans ici de graphène, qui sont des hexagones, et ces plans de graphène sont empilés suivant un axe vertical, ici, suivant l'axe Z. Donc vous voyez et ça, c'est du carbone sp2. Et le carbone sp3, au contraire, c'est un carbone qui est lié à 4 voisins carbonés. Donc c'est une structure 3D, et la structure sp3 par excellence, c'est le carbone diamant. Et donc le carbone activé, c'est un mélange de carbone sp2 et de carbone sp3. Et c'est un carbone qui a, vous voyez, ce sont des plans graphène ici, des feuillets de graphène, qui sont pliés dans tous les sens. Il n'y a pas d'ordre. Un carbone activé, c'est complètement désordonné. Et vous voyez ici, enfin vous voyez, non, on ne voit rien, c'est normal, parce que c'est une microscopie, une photo par microscope électronique à transmission. Et si on avait de l'ordre, on verrait des atomes, et là on ne voit rien. On voit juste de temps en temps, j'ai souligné en rouge, des petits plans graphitiques ici, ce sont les feuillets de graphène, et c'est un ordre à très très courte distance, et c'est un matériau qui est complètement amorphe. Il est poreux, mais amorphe. Et lorsqu'on mesure les pores de ce matériau, on fait ça par absorption gazeuse. On envoie du gaz, on mesure la pression partielle d'équilibre, on peut remonter comme ça la surface développée et la taille des pores. Et bien on voit que vous avez ici le volume poreux en fonction de la taille des pores. On voit qu'avec les carbones activés, on ne sait pas faire un matériau avec une taille de pore donnée et unique. On obtient toujours des matériaux avec une distribution de taille de pores. Et ça va avoir une importance capitale pour la relation entre la taille de pore et la taille des ions. Donc un carbone activé, c'est une distribution de taille de pore. Ici, c'est entre 0,5 et 5 nanomètres. Vous voyez, c'est relativement large. Et ça, c'est un très très bon carbone activé. Mais on ne sait pas faire de carbone activé avec une taille de pore précise. Alors, le problème, c'est augmenter la capacité, 1,5 de CV2, augmenter C. Alors, comment augmenter la capacité? La première approche, c'est de dire la capacité de double couche, elle est proportionnelle à la surface. On va essayer de faire les carbones de surface spécifique les plus élevés possibles. Alors, c'est ce qui a été fait pendant des années. Et vous avez ici la capacité en farad par gramme de carbone en fonction de la surface, en mètres carrés par gramme des carbones. Vous voyez que on est arrivé, en passant de 1000 à 2000 mètres carrés par gramme, en gros, vers une valeur d'une centaine de farad par gramme de carbone. Mais après, hop, dès qu'on augmente la surface, à un moment donné, on n'arrive plus à augmenter la capacité. Il n'y a plus cette relation linéaire entre les deux. Là, c'est une autre étude qui montre exactement la même chose. Au-delà de 1500 m² par gramme, on a quelque chose qui est à peu près constant. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut augmenter la capacité en augmentant la surface spécifique, mais jusqu'à un certain point. Donc, et on a une saturation de la capacité lorsque les surfaces spécifiques dépassent 1500 m² par gramme. Alors, ce qui veut dire que, bon, c'est intéressant d'augmenter la capacité jusqu'à ces valeurs de 80-100 farad par gramme, mais il fallait trouver une autre solution pour essayer d'augmenter ces valeurs de capacité. Alors juste une parenthèse, tout le monde a entendu parler de nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone, ce sont des feuillets de graphène qui sont enroulés sur eux-mêmes. Un nanotube, ici une photo d'un nanotube biparoi, donc 2 nanomètres de taille. Vous avez une photo ici, microscopie électronique. Les nanotubes de carbone, ça fait à peu près 500 m² par gramme, en gros. Donc vous voyez, c'est ici. Et typiquement, les valeurs de capacité qu'on récupère avec les nanotubes de carbone, c'est 50, 60, 70 farad par gramme. Un carbone activé de base, c'est 100 farad par gramme. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à utiliser les nanotubes de carbone dans les supercondensateurs. Alors si le fait de développer la surface n'était pas suffisant pour arriver à avoir des capacités très élevées, on a essayé
d'aller un peu plus loin et de comprendre sur quels paramètres on pouvait jouer. Et là, en fait, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas forcément intéressant d'uniquement chercher à augmenter la valeur de la surface, mais il faut aussi comprendre comment on la développe, cette surface, dans quelle taille de pore on se retrouve. Et donc, les études pour mettre au point des carbones activés se basaient principalement sur la question quelle est la taille de pore optimale à mettre au point pour les carbones. Mais il y a une loi empirique, ou plutôt un axiome empirique qui était utilisé, qui disait qu'un carbone microporeux, c'est 2 nanomètres et moins, donc inférieur à 2 nanomètres, la taille des pores. Or, la taille des ions qu'on utilise dans les électrolytes organiques, la taille des ions solvatés, puisqu'un ion, il n'est pas nu, il a quelques molécules de solvant autour de lui, c'est 1,5 nanomètres à peu près. Normalement, on dit, bien sûr, les micropores sont trop petits pour laisser rentrer les ions, donc ce n'est pas la peine de faire des carbones microporeux, ça ne sert à rien, les ions ne peuvent pas rentrer, et donc on récupère des capacités très faibles. Si vous faites des carbones macroporeux, avec des pores supérieurs à 50 nanomètres, là vous voyez, les ions peuvent rentrer dans ces carbones, et à ce moment-là on est bien, sauf, on a un gros volume mort ici. Si on avait une autre paroi de carbone, on pourrait stocker beaucoup plus de charge avec le même nombre dans le même volume. Donc les carbones macroporeux, ce n'est pas la solution. Alors maintenant, les carbones mésoporeux, entre 2 et 5 nanomètres, avec une taille d'ion de 1,5 nanomètre à peu près, mais vous voyez que cette taille, elle est quasiment optimale puisqu'on minimise le volume mort et on peut faire entrer, absorber des ions sur chaque paroi des carbones. Et donc, on pensait depuis très longtemps que les carbones mésoporeux, c'était les carbones qui permettaient d'obtenir des capacités maximales. Et c'est pour ça que les carbones activés qu'on essayait de produire, bien sûr, ils ont une distribution de taille de pore, mais on essaie de les centrer sur une valeur de taille de pore moyenne autour de 2,5 nanomètres. Mais le problème, c'est que je dirais que ce modèle classique, pour décrire l'absorption des ions, c'était difficile de le vérifier. Pour une bonne et simple raison, encore une fois, c'est qu'on ne savait pas faire de carbone activé microporeux. Donc il était très compliqué de vérifier en particulier que les micropores étaient inactifs, ou de vérifier que les mésopores étaient vraiment les plus intéressants. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de nouveaux matériaux. Et je vais vous parler maintenant un peu de carbone microporeux, qu'on appelle des carbones dérivés de carbure. Et donc ce sont des carbones qui ont une taille de pore inférieure à 2 nanomètres. Et c'est des matériaux qu'on a essayé de synthétiser pour essayer de comprendre la relation entre la taille des ions et la taille des pores pour voir quelle capacité on pouvait récupérer. Alors, un carbone dérivé de carbure, c'est un carbone qui est synthétisé à partir d'un carbure métallique. Là, c'est du carbure de titane, TiC. On va mettre ce TiC en présence de gaz chlore et on va le chauffer à une température de 600 degrés. Et ce faisant, le titane va se retrouver sous forme gazeuse en TiCl4 et on va enlever le titane du réseau et on va récupérer ici du carbone C. Et c'est ce carbone qui va nous intéresser. Pourquoi ce carbone nous intéresse? Parce que vous voyez que ce carbone, il est poreux du fait qu'on a enlevé les atomes de titane. Donc avec cette méthode-là de synthèse de CDC, on est capable de faire des carbones poreux avec une taille de pore très très finement contrôlée en fonction de la température de synthèse et surtout une distribution de taille de pore très très étroite. Alors, en utilisant par exemple du carbure de titane, il est tout à fait possible de faire des carbones avec une taille entre 0,6 et 1 nanomètre, donc des pores nanométriques, des micropores. Et là, si vous regardez un peu les courbes d'absorption gazeuse en fonction de la taille de pore, vous voyez qu'on a des distributions ici de taille de pore qui sont vraiment très très fines, très très étroites, et on sait faire en gros des carbones microporeux avec une valeur de pore très contrôlée grâce à cette méthode. Alors on a vérifié bien sûr que les surfaces de BET, les surfaces spécifiques de ces matériaux étaient compatibles, donc vous voyez c'est 1500 m² par gramme, comme des carbones activés. Donc au moins il y a de la surface, mais il y a des toutes petites tailles de pore. Et ce qu'on fait après, c'est qu'on prend ces matériaux sous forme de poudre. Cette poudre, on la mélange, qui sont des matériaux plus virulents, on la mélange avec un liant, qui est du téflon par exemple. Et on travaille un peu cette encre et on arrive à obtenir un film. Ce film, on le met sur des collecteurs de courant en aluminium, que vous avez ici. On met un séparateur entre les deux et puis on met ces cellules dans un électrolyte. L'électrolyte qu'on utilise, ce n'est pas tout à fait le même que dans les batteries lithium. C'est un électrolyte, le solvant c'est l'acétonitrile, on l'appelle ACN, c'est CH3CN. Et l'anion c'est du BF4-, et le cation c'est du tétraéthylammonium, C2H5 4 fois N+. Et là vous avez ici une courbe de charge-décharge d'un condensateur, d'un supercondensateur. Donc c'est une charge à courant constant et une décharge à courant constant.
vous avez la variation de la tension en fonction du temps. Alors, la relation, c'est Q égale CV. Q égale CV, ça veut dire que la C est égale à I sur dV sur dt. Si le courant est constant, si on fait l'hypothèse que la capacité est constante, puisque c'est la capacité de double couche, ça veut dire que la pente dV sur dt est constante. Et c'est exactement ce qu'on voit. Vous voyez, on a une pente constante pendant la charge et une pente constante pendant la décharge. Et la pente, ici, est proportionnelle à la capacité. Et lorsqu'on assemble ces cellules, on mesure la pente et on remonte à la capacité en farad par gramme de carbone, puisqu'on connaît la masse de carbone qu'on met dans les électrodes. Donc alors ce qu'il faut voir, c'est que la caractéristique courant tension est différente de celle d'une batterie. Vous voyez, un condensateur, un supercondensateur, la tension varie en fonction de l'état de charge, tandis que la batterie, c'est plutôt plat. Alors on a caractérisé tous ces matériaux microporeux dans les électrolytes, et on a reporté la valeur de la capacité normalisée en fonction de la taille des pores. La capacité normalisée, c'est les farads par gramme divisé par les mètres carrés par gramme. Eh bien, si vous faites ça, on a reporté ici des données de la littérature. Là, vous avez des valeurs de littérature de carbone activé avec des tailles de pores entre 2 et 5 nanomètres. Donc, effectivement, quand on augmente la taille entre 2 et 5 nanomètres, eh on augmente un peu la capacité parce que les ions peuvent s'absorber sur les parois du carbone. Très bien. Mais ce qui est intéressant, ici, que vous avez en rouge, c'est que tous ces points rouges, ce sont les points qu'on a mesurés avec le carbone CDC microporeux. Et ces carbones, ils ont des tailles de pores qui sont inférieures à la taille des ions solvatés. Et ce qu'on voit, c'est qu'on s'attendait à avoir une décroissance de la capacité, et au contraire, la capacité, elle augmente très fortement. Alors ça, c'est intéressant parce que ça montre que, d'une part, les carbones, les micropores sont actifs, on peut faire entrer des ions dans les micropores, mais d'autre part, la capacité qu'on retrouve dans ces carbones microporeux, elle est doublée. Alors ça, c'était une belle surprise, mais comment l'expliquer ? Bien, le mécanisme proposé, c'est de dire que les ions, ils peuvent rentrer dans ces micropores en perdant une partie de leur cortège de solvatation. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez un ion solvaté, là, et lorsqu'il rentre dans les micropores, eh bien, il perd une partie de ces molécules de solvant autour, il approche plus près de la surface du carbone, diminue, la capacité augmente. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on a proposée. Alors, qu'est-ce que c'est un carbone dérivé de carbure ? Alors, ça, c'est une structure de CDC obtenue à partir de dynamique moléculaire, c'est de la modélisation. Alors, vous avez ici un CDC fait à 600 degrés. La taille de pore, c'est 0,74 nanomètres. Les petites boules, c'est des carbones. Et vous voyez ici, on voit bien les trous, c'est complètement désordonné. Il n'y a pas de fente, il n'y a pas de cylindre, ce n'est pas des pores parallèles. Non, c'est complètement éclaté et désordonné. Là, c'est la même chose pour un carbone à 800 degrés. Pardon. Et on ne voit pas de plan graphitique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une structure poreuse interconnectée et ouverte. Et ça peut en partie expliquer les bonnes performances en capacité, en puissance qu'on observe. Mais il n'empêche quand même que dans ces systèmes, des pores plus petits que la taille des ions solvatés, d'une part, sont accessibles, et en plus, nous donnent des capacités très augmentées. Alors, ce qu'on a essayé de faire après, c'est de comprendre un peu, essayer de caractériser l'absorption des anions et des cations, comprendre comment les ions rentraient. Là, vous avez, comme je l'ai montré tout à l'heure, le cyclage de la cellule entre 0 et 2 volts. On s'arrête à 2 volts 3 en électrolyte organique, on charge et on décharge. Si vous mettez une électrode de référence dans votre système, vous êtes capable d'enregistrer en même temps le potentiel de l'électrode positive en bleu pendant la charge et la décharge et le potentiel électronégatif pendant la charge et la décharge. Bleu moins rouge, c'est bien le noir. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez mesurer la farad par gramme de l'électrode positive. Et à l'électrode positive, ce sont les anions qui s'absorbent. Et les farads par gramme à l'électrode négative, et là, ce sont les cations. Donc, vous pouvez caractériser l'absorption des anions et des cations séparément. Et on a reporté sur ce graphe-là la capacité spécifique en farads par gramme en fonction de la taille des pores. Alors ça, c'est la cellule. Donc, c'est électrode indifférenciée. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau des... Ah, mais je l'ai là, en fait. Eh oui, je l'ai là. Ce qui se passe au niveau de l'électrode positive, c'est la courbe en bleu. L'électrode positive, c'est l'absorption des anions. Les anions, c'est les BF4-. Ce qu'on voit, c'est que déjà, on passe par un maximum. On passe par un maximum vers 0,7 nanomètres. Et en plus, encore une fois, un carbone activé commercial, utilisé dans les supercondensateurs, dans cet électrolyte, ça fait 110 farads par gramme. Donc, les valeurs de capacité pour ces carbones microporeux sont très élevées par rapport au système commercial. Mais si on compare ce maximum de capacité pour les anions avec la taille des anions, l'anion nu, BF4-, il fait 0,47 nanomètres. Ici, on a 0,7. L'anion solvaté, avec 9 molécules d'acétonitrile, il fait 1,2 nanomètres, enfin 1,16. Mais on voit bien que ce maximum, il est entre la taille de l'ion nu et la taille de l'ion solvaté.
Donc ça voulait dire qu'effectivement, ça confirme que les ions ils rentrent partiellement désolvatés dans ces pores. Si vous faites la même chose pour l'électrode négative, à laquelle s'absorbent les cations, vous avez un maximum à 0,76 ou 77. Et ce maximum, il est bien entre la valeur de l'ion nu, 0,67 nanomètres, et la valeur de l'ion solvaté, 1,3 nanomètres. Donc ça, c'est un résultat intéressant parce que ça montre qu'il faut adapter la taille des pores du carbone aux ions qu'on absorbe. Mettre des pores de différentes tailles à chaque polarité des électrodes. Ça confirme également que les ions sont partiellement désolvatés pour entrer dans ces systèmes, encore une fois, ce qui n'était pas du tout prévu par les modèles classiques. Et surtout, ça montre que vous pouvez récupérer une capacité maximale pour une taille de pore donnée. Ça, c'est important pour maximiser, pour optimiser l'énergie stockée dans les supercondensateurs. Alors, c'est intéressant, mais lorsqu'on travaille en milieu solvant plus sel, on récupère des ions avec un cortège de solvatation. Les ions sont solvatés. Et quelle est la taille d'un ion solvaté? Est-ce qu'on s'arrête à la première sphère de solvatation, la deuxième, la troisième? C'est toujours très difficile. Donc, pour essayer de comprendre, d'affiner un peu plus la relation entre la taille des ions et des pores, on a essayé de travailler dans des systèmes qui ne comportent pas de solvant. Ces systèmes, ça s'appelle les liquides ioniques. Alors, qu'est-ce qu'un liquide ionique? C'est encore une fois un électrolyte sans solvant qui ne contient que des sels. C'est du sel où on prend du chlorure de sodium, on chauffe à 500 degrés et le sel fond, et c'est un liquide ionique. Mais là, c'est la même chose, sauf que le sel est fondu à température ambiante. Et on a essayé de travailler en milieu liquide ionique, en polarisant nos électrodes, nos carbones, pour essayer de jouer avec la taille réelle des ions, et non pas des tailles avec des ions solvatés. Alors, on a utilisé comme électrolyte un liquide ionique qu'on appelle éthyméthyldiméthazolium trifluorométhylsulfonide imide, mais qu'on appelle EMI+, pour le cation, et TFSI- pour l'anion. Alors ce sont des ions, vous voyez, qui sont très... qui ont la particularité d'avoir des tailles relativement proches. Le cation, dans sa dimension la plus longue, il fait 0,76 nanomètres. L'anion, 0,79. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a là on a des matériaux modèles, les CDC, avec des tailles de pores vraiment bien définies pour étudier un peu fondamentalement ce qui se passe. Et là, on a en quelque sorte des électrolytes modèles. On a les mêmes tailles d'ions, on n'a pas de solvant. Et on a, de la même façon, on a assemblé des cellules et on a testé nos matériaux dans ces systèmes-là. Alors, comme c'est un peu visqueux, pas très conducteur, on est obligé de chauffer à 60 degrés. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on a réussi à polariser et à récupérer la capacité des carbones CDC en fonction de la taille des pores dans ce milieu-là. Là, je vous donne en vert pour référence la capacité d'un carbone activé utilisé commercialement qui vaut 95 farads par gramme dans cet électrolyte-là. Ce n'est pas le plus nul des carbones, hein. C'est un carbone qui est vraiment utilisé commercialement. Et vous voyez déjà que toutes les capacités de nos carbones CDC sont des carbones microporeux, elles sont élevées. Ça confirme que les micropores jouent un rôle vraiment très important dans le stockage des charges. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un maximum de capacité pour l'électrode positive, absorption des anions TFSI-, pour l'électrode négative, absorption des EMI+, à la même valeur. Et bizarrement, on avait des ions de même taille. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce maximum, on l'observe à 0,72 nanomètres. Et 0,72 nanomètres, si vous vous souvenez à peu près des valeurs, vous les avez ici d'ailleurs, des tailles des ions, 0,76, 0,79, on est vraiment très très proche. C'est-à-dire que là, on a un maximum de capacité lorsque la taille de l'ion est quasiment égale à la taille du pore. Et pas la taille de l'ion solvaté, la taille de l'ion nu. Alors ça, c'était un résultat très surprenant et ça a des conséquences pour nous très intéressantes parce que ça veut dire que le modèle de Helmholtz qui dit on va charger la double couche, on va absorber des ions sur chaque paroi du carbone, alors n'est plus valable. Parce qu'en fait, quand on a des pores, des micropores et des ions qui sont quasiment aussi gros que les pores, eh bien maintenant, les ions, ils peuvent rentrer directement dans les pores. C'est ce que ça montre. Alors c'est bien sûr caricatural, hein, on a vu la vraie structure des CDC, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment pour donner une vision. Et lorsqu'on est dans cette situation, qu'on ne prévoyait pas du tout au début, eh bien, non seulement cette situation est possible, mais en plus, quand on est dans cette situation, on a une augmentation de capacité de 50% massique et 100% en capacité volumique. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'on ne sait pas bien ce qui se passe dans les milieux confinés, dans les pores subnanométriques. On a une électrochimie, une absorption ionique qui est vraiment différente de ce qui se passe dans l'électrolyte bulk ou dans les
dans les systèmes non confinés. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits, principalement par des gens sérieux, de la modélisation, des mathématiciens, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, en particulier un écrantage avec la création de charges images côté carbone par des Kornichev, par Kornichev. Et je vais peut-être m'attarder juste un peu sur le résultat d'une modélisation d'un japonais, Katsumi Kaneko, qui était à l'université de Chiba au Japon. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'intéresse à essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'on charge la double couche dans ces milieux confinés de 1 nanomètre. Il a pris une fibre de carbone comme modèle qui fait 1 nanomètre de diamètre. Il a pris exactement les mêmes ions que nous pour essayer de reproduire. Donc, il a pris le tétraéthylammonium Ta+, et le BF4. Il a juste changé le solvant, parce que les Japonais n'aiment pas trop l'acétonitrile. Donc, il a pris le carbonate de propylène, qui est le même solvant que dans les batteries lithium. Donc, c'est cette molécule-là. Et pour étudier et modéliser un peu ce qui se passe dans ces pores, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déjà pris ces fibres de carbone, il les a mis dans l'électrolyte, il les a ressortis, il a séché l'électrolyte à l'extérieur, et il a gardé l'électrolyte dans les pores. Après, il a fait des diffractions des rayons X. Il a pris la transformée de Fourier pour retrouver les densités de fonctions radiales. Et l'idée, c'est d'utiliser la modélisation par reverse Monte Carlo, qui est une méthode de modélisation atomistique, pour reconstruire le diagramme de diffraction X. Alors, on va passer les détails. Mais là, vous avez ici l'image qui a été redonnée par Monte Carlo, simulation Monte Carlo, du pore. Donc ici, ce sont les parois du carbone, là, l'autre paroi du carbone, et ça, c'est le pore. Et ça, c'est la distribution du PC. D'abord, c'est le solvant seul, sans le sel. Le long, lorsqu'on traverse le pore, suivant Z. Mais vous voyez que lorsqu'on met du PC seul, il n'y a pas d'organisation du PC, des molécules de solvant, dans cette fente, dans ce pore. Il n'y a pas d'organisation. Par contre, lorsque vous rajoutez le sel, le NET4BF4, dans le PC, et que vous faites la même simulation, que vous essayez de reconstituer le diagramme de rayons X, eh bien vous arrivez à cette image-là. Vous avez toujours en rouge-blanc le PC et en bleu le sel. Eh bien vous voyez maintenant que lorsqu'on traverse ici, suivant l'axe Z, le pore, on s'aperçoit que vous avez 2 pics de probabilité de présence des molécules de PC. Et les molécules de PC, elles sont à moins 0,4 nanomètres, donc à partir de 0, là c'est moins 0,5, puisque la fente fait 1 nanomètre. Eh bien, les molécules de PC, elles sont principalement absorbées le long des parois du carbone. C'est-à-dire que lorsqu'on rajoute le sel dans ces milieux confinés, on a une structure complètement différente de l'électrolyte bulk. Les molécules de PC s'organisent, elles se plaquent contre les parois du carbone. Et ça veut dire que l'environnement est complètement différent, l'environnement des ions est complètement différent dans les nanopores que dans l'électrolyte bulk. Et ça, alors évidemment, ce sont des travaux en cours, ça a été publié il y a 3 mois. Ça, c'est la première avancée pour essayer de comprendre un peu la structure de cette couche à l'intérieur des pores et l'absorption des ions. Donc ça pourrait expliquer, in fine, pourquoi on a des capacités exacerbées. Alors, je vais passer maintenant on a vu les films, les carbones microporeux en poudre, et je vais passer maintenant au film à carbone de microporeux bulk, massif. Alors pourquoi ? De la même façon qu'on a besoin de supercondensateurs comme complément aux batteries dans les applications des applications macroscopiques, on a vu les avions, les voitures, etc. Mais au niveau de l'électronique de puissance, il y a des besoins réels pour des micro-supercondensateurs, pour des petits systèmes qui sont très puissants, mais qui ont beaucoup moins d'énergie que les batteries. Alors typiquement, c'est pour les accéléromètres, par exemple, dans les poignées des Wii. Donc un accéléromètre, vous avez une lame qui est entre deux peignes, et quand vous bougez, cette lame normalement va osciller, et vous produisez un courant pour garder la lame au milieu du peigne. Et avec ce courant, on en déduit l'accélération et le mouvement. Mais ça, c'est de la puissance. Et donc, il y a un intérêt pour essayer de fabriquer des petits systèmes d'haute densité d'énergie pour aller en complément des batteries. Alors, on a essayé de regarder ce que pourraient donner des films de carbure, des films de CDC. On est parti de céramique de carbure de titane, et on a fait la chloration, ça c'est massif, ça fait 2 mm d'épaisseur, et on a fait la chloration en surface de ce matériau. On a transformé donc le TIC en carbone dérivé de carbure, en carbone massif. Mais maintenant, le carbone, c'est plus de la poudre, c'est du bulk. Et l'intérêt, c'est quoi ? L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de liant, on n'est plus obligé de mélanger avec du téflon, ce genre de choses-là, et l'électrode, elle est très dense. Il n'y a plus de volume mort lié à la porosité interparticule. Et en faisant ça, on espère retrouver des capacités, d'une part exacerbées du fait de la présence du micropore, mais aussi augmentées avec la densification de l'électrode. Et là, vous avez une vue en coupe, donc ça, c'est la céramique TIC, et puis dessus, c'est le film qui a été transformé en CDC par chloration.
Ça, c'est 100 microns d'épaisseur. 10 microns, on a fait des films de 1 à 100 microns. Et on a caractérisé ces films, donc dans le même électrolyte, l'acétonitrile plus 1M-T4BF4. Et on a mesuré la capacité maintenant, pas en farad par gramme, parce que dans les petits systèmes, ce n'est pas la masse qui est importante, c'est le volume qui est pénalisant. Donc il faut les volumes les plus petits possibles, donc la densité d'énergie volumique la plus grande possible, les farads par centimètre cube les plus élevés. Et là, vous avez la capacité volumique d'un film de carbone activé massif, enfin en poudre, pardon, carbone activé en poudre, 50 farads par centimètre cube. Et là, vous avez la variation des capacités pour les films de carbure de titane massif. Et vous voyez, vous arrivez à des valeurs de 120, 180 farads par centimètre cube sur des films qui font 1 micron d'épaisseur. Dans des petits films fins, avec une haute densité d'énergie volumique. Et ça, c'est vraiment intéressant pour essayer de préparer des systèmes de haute densité d'énergie, puisque là, on peut multiplier par 3 l'énergie volumique. L'idée, c'est d'essayer d'appliquer ce genre de choses-là en faisant directement des pots de CDC sur des wafers de silicium, pour intégrer ça sur un électrolyte de puissance. Donc, une idée, c'est de prendre des wafers de silicium, de venir, par une technique de pulvérisation sous vide, de venir faire un sputtering, déposer une couche mince de TIC. Ensuite, on fait la chloration de ce film de TIC qu'on transforme en carbone sur le wafer de silicium. Ensuite, l'idée, ça serait de déposer par patterning des collecteurs de courant en or. C'est des techniques traditionnelles de l'électronique. On met un masque, on fait un dépôt d'or, on enlève le masque. En fait, il reste l'or juste là où le masque était vide. Et après, on vient décaper, enlever le film de carbone entre les doigts d'or là, par une technique de décapage, un RIE ou autre. Donc ça permettrait de faire ce genre de système directement intégré sur les wafers de silicium. Alors on a commencé à travailler sur ça. Là, vous avez les films de CDC déposés, c'est des vues en coupe, en tranches, déposés sur différents substrats, et en particulier un ici, qui est un wafer de silicium. Donc ça, c'est le silicium. Il y a une petite couche d'oxyde de silicium, et là, le CDC, le film de carbure de silicium, de carbure de titane, transformé en carbone, qui fait 0,8 microns d'épaisseur. Donc c'est possible, et c'est amusant, et lorsque vous caractérisez ces systèmes-là, on est loin d'avoir fait du microsystème encore, mais lorsque vous caractérisez les capacités volumiques, vous les mesurez, vous avez des capacités volumiques complètement compatibles avec ce qu'on avait obtenu avec nos céramiques, 190 farads par centimètre cube, donc quelque chose de potentiellement très intéressant. Bon, ça, je vais passer. Et je vais venir, en fait, c'était juste une photo où on voyait des petits peignes, des petits doigts faits par laser, bref. Je vais venir à la dernière partie, donc 5 petites minutes, sur les autres types de supercondensateurs. Comme je disais tout à l'heure, il y a une petite demi-heure, les prochains défis, c'est d'augmenter la densité d'énergie. On a vu la partie augmenter la capacité des carbones. L'autre point important, c'est augmenter la tension de fonctionnement ici, V carré. Alors, il y a plusieurs stratégies pour augmenter la tension de fonctionnement. La première, c'est de travailler sur les électrolytes. C'est passer d'un système à 2,7 volts. On est limité par la tension de décomposition de l'électrolyte non aqueux. Donc là, c'est la charge d'électrodes positives de carbone. Là, c'est la décharge d'électrodes positives de carbone. La charge d'électrodes négatives, potentielle en fonction du temps. Passer donc de 2,7 volts à une tension max aux bornes de 3,5 volts. Pour ça, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a les liquides ioniques. Mais les liquides ioniques, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas très conducteur. Dès que vous êtes en dessous de 30 degrés, ça ne conduit pas très bien. Donc on est un peu... c'est pas pour demain. Il y a beaucoup de travaux dessus, mais pas encore tout à fait concluants. Les principaux travaux sur les électrolytes organiques aujourd'hui, c'est le remplacement de l'acétonitrile par d'autres solvants beaucoup moins... pas nocifs, on peut dire beaucoup moins nocifs. Mais il y a pas mal de travaux qui sont sur les électrolytes aqueux, la mise au point de nouveaux électrolytes aqueux, en particulier sur des techniques carbone-carbone, avec des tensions de fonctionnement supérieures à 1,2 V. Jean-Marie avait présenté tout à l'heure la batterie au plomb avec des surtensions cinétiques d'oxydation de l'eau liées à la présence de plomb. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est travailler avec des systèmes qui ralentissent la vitesse de décomposition de l'eau. Il y a François Béguin qui travaille sur des systèmes en volt 5 qui ont l'air de marcher tout à fait correctement. Donc ça, c'est un premier type, les carbone-carbone en milieu aqueux. Ensuite, il y a une autre voie pour augmenter la tension, ce sont les systèmes asymétriques. L'idée, c'est d'associer une électrode de batterie à une électrode de supercondensateur. La batterie et le supercondensateur associés ensemble marchent. Dans le même boîtier, vous mettez une électrode de l'un, une électrode de l'autre. Vous passez d'un carbone-carbone à un carbone, avec une électrode positive en carbone, et un système qui utilise une électrode négative de lithium-ion, de batterie lithium-ion.
Donc ce faisant, vous augmentez la tension de 2,7 V à 4,2 V parce que l'électrode négative d'accumulateur lithium-ion, elle fonctionne à ce potentiel-là de travail. Alors ça, c'est intéressant pour augmenter l'énergie. Et il y a une société, enfin plusieurs sociétés, mais la première, la japonaise, qui a fait ça, c'est Subaru, qui a développé le lithium-ion capacitor. Donc négatif de lithium de graphite intercalé avec des ions lithium, et positif de carbone activé. Vous voyez la tension, 3,8 V, 2,2 V, densité énergie, 14 Wh/kg, 3 fois plus que les carbone-carbone. Mais, bien sûr, il y a un mais, parce qu'à partir du moment où vous mettez une électrode de batterie, ben, vous allez avoir une durée de vie limitée en cycle, vous allez limiter la durée de vie, parce qu'il y a une électrode de batterie, hein, et vous allez avoir une vitesse de recharge limitée. Donc, c'est toujours un compromis qu'il faut faire. Il n'y a pas de système de solution miracle. Alors, un autre type de système hybride, c'est le système carbone PbO2. On a parlé un peu de la batterie au plomb. L'intérêt du plomb, c'est que ce n'est pas cher. Donc, l'idée, c'est de partir de ce système plomb PbPbO2, qui est peu performant, mais de remplacer l'électrode négative par une électrode de carbone. Il y a des sociétés comme Action Power qui développent ça. Et vous avez ici la positive de PbO2 qui fonctionne, et on a remplacé la négative par une électrode capacitive de carbone. Et donc vous avez une caractéristique de décharge non plus constante à un potentiel de 12 volts, mais une tension qui varie du fait de la présence d'électrodes de carbone. Et ça, c'est une solution intéressante pour les applications stationnaires principalement. Alors il y a aussi, on a parlé du système nickel-cadmium, où l'électrode de nickel est très intéressante parce qu'elle a un changement de volume très très faible pendant son cycle, elle a une durée de vie très grande. Donc remplacer la négative de cadmium toxique par une négative de carbone activé, c'est très intéressant. Et la société Saft, d'autres sociétés avant elle, ESMA, Elite et Conde l'ont fait, mais Saft très récemment s'est mise à ce système-là. Ça fonctionne en milieu alcalin et les applications, c'est démarrage à froid des moteurs. À moins 20 degrés, vous démarrez très très bien. Alors, un des derniers systèmes que j'ai présenté, c'est le carbone MnO2. Alors, Jean-Marie a présenté une voltamétrie cyclique tout à l'heure. Un stockage capacitif sans réaction redox. Mais on a vu que le courant, c'est la capacité multipliée par dV sur dt. Mais si vous travaillez avec une vitesse de balayage en potentiel constante, si vous dites j'augmente ma tension avec 20 millivolts par seconde, je charge et je décharge. Si dV sur dt est constant, si C est constant, I est constant. Voilà la voltamétrie cyclique, tout courant, tension, d'un condensateur idéal. C'est rectangulaire. On appelle ça une CV capacitive. Voilà la voltamétrie d'une électrode de carbone expérimentale en milieu aqueux. Vous avez quelque chose de complètement capacitif. Donc on charge et on décharge la double couche électrochimique. Mais vous avez des matériaux, comme le MnO2, qui sont des matériaux un peu particuliers. Le MnO2, c'est un matériau de batterie, que Jean-Marie a montré tout à l'heure, et on peut faire échanger un électron pour diminuer le degré d'oxydation du manganèse. On peut faire entrer un cation à l'intérieur. Donc a priori, c'est un matériau batterie, pas capacitif. Mais, sauf qu'il est un peu entre les deux. Pourquoi ? Parce que certains types de MnO2 vont avoir cette réaction redox, ici, qui va être très rapide, et elle va se faire uniquement en surface du matériau, sur quelques couches atomiques. Et ça va avoir une conséquence très importante, c'est qu'on va passer par une succession d'états redox de surface, en charge et en décharge, et si vous regardez que l'enveloppe, vous avez une enveloppe quasiment rectangulaire, et c'est une enveloppe capacitive. Mais ce n'est pas tout à fait du capacitif. On appelle ça du pseudo-capacitif. Et ça, ce sont tous les oxydes, qui sont donc des oxydes pseudo-capacitifs, qui ont une cinétique tellement rapide pour leur réaction, et cette réaction ne se fait que sur quelques couches atomiques, qui ont une caractéristique rectangulaire. Ce sont les matériaux pseudo-capacitifs. Si vous associez cette électrode positive de MnO2 entre 0 et 0,8 volts à cette électrode de carbone entre 0 et moins 1 volt, vous pouvez assembler un système qui fonctionne, alors idéalement entre 0 et 2 volts, mais de façon pratique, pour avoir des cyclabilités qui dépassent quelques dizaines de cycles, entre 0 et 1,5 volt, là vous pouvez faire 500, 1000 cycles. Après, ça devient un peu compliqué. Parce qu'encore une fois, on commence à 1,5 volt à avoir des problèmes liés à la présence de l'électrode de batterie. Et les systèmes oxydes sont intéressants parce que maintenant, on peut aussi envisager avec ces matériaux-là de faire directement des matériaux multifonctionnels. Et ça existe déjà. C'est quoi un matériau multifonctionnel ? C'est un matériau qui va avoir une grande surface spécifique pour charger la double couche électrochimique, sur lequel on va venir déposer des petites quantités d'oxyde pseudo-capacitifs. Donc vous prenez par exemple du carbone activé et vous déposez du MnO2 dessus. Ou alors vous prenez des nanotubes de carbone et vous déposez du MnO2. Et là, vous combinez la double couche et le redox. Et ça, ce sont des matériaux relativement intéressants qui fonctionnent en milieu aqueux. Ce n'est pas encore complètement commercialisé. Il y a des premières commercialisations qui sont faites, mais c'est une des applications importantes et intéressantes pour les nanotubes et le graphène.
nanotubes seuls et graphène seul pour les supercondensateurs, c'est malgré tout ce que vous entendez, il faut vraiment oublier. Et donc ça, c'est ce matériau-là, en greffant sur des carbones du MnO2, des pseudo-capacitifs, ou alors vous pouvez directement fonctionnaliser les carbones, nanotubes ou carbone activé, en les dopant avec de l'azote, en les dopant avec du bore ou des groupes oxygénés. C'est pareil, ça vous donne des extra capacités. Mais l'inconvénient, encore dans ce cas, c'est que la cyclabilité est limitée. Voilà, et je vais terminer en vous montrant ce diagramme donc, qui vous donne la densité en watts au kilo des systèmes en fonction du temps. Donc on est parti en 1967 avec le carbone-carbone de Soyo qui était à 0,3 watts au kilo. Vous voyez que tous les systèmes carbone-carbone suivent cette ligne-là. Donc on est passé, c'est le passage du milieu aqueux au milieu ici organique avec une augmentation significative. Et dans un futur très proche, on sera à 10-12 watts par kilo avec des systèmes carbone-carbone. Ça, je pense qu'on peut sans trop se mouiller le dire. Et puis on a évoqué aussi un peu rapidement, certes, mais c'est difficile de couvrir tout, les systèmes un peu hybrides avec carbone-nickel, carbone-MnO2, carbone-PbO2, qui fonctionnent en milieu aqueux, performance relativement moyenne, mais milieu aqueux, bas coût, robuste. Donc ça peut avoir des intérêts dans certaines applications. Et puis les systèmes un peu plus énergétiques qui associent une électrode de carbone à une électrode de batterie type lithium-ion, un peu la haute technologie, en milieu organique, performance plus intéressante, mais attention à la cyclabilité. Là, on tombe un peu dans le travers des batteries. Voilà, donc ça, c'était les conclusions, c'est pas grave. Puis, voilà, tous les partenaires qui participent aux travaux. Puis, je voulais remercier donc, mes collaborateurs et un peu tout le monde. Puis, je voulais aussi vous remercier, vous, pour votre attention.